Les jeux vidéo peuvent apporter quelque chose, pas tous d'ailleurs, mais certains jeux vidéo peuvent être extrêmement intéressants. Ce qu'on appelle la gamification peut être très utile pour certains apprentissages. Mais bien sûr, le véganisme est du spécisme libéral. Des personnes âgées dans les EHPAD avec plus de monde pour torcher les vieux alzheimeriens. Est-ce qu'on est aujourd'hui à l'égalité entre les femmes et les hommes ou est-ce qu'on n'y est pas du tout? Aucun média en France ne ment. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Avec Valran, on a eu l'occasion de se rendre à Avignon et c'est dans ce cadre que j'ai pu l'interviewer. Avec lui, on a parlé de l'éducation nationale, du rapport qu'ont les professeurs avec les élèves, de l'essor du numérique et du fait de savoir si les professeurs sont assez bien formés ou non. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront. Laissez un j'aime si cette vidéo vous a plu et laissez votre avis en commentaire, ça nous intéresse. Bonne vidéo. Aujourd'hui, on est avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer, bonjour. Bonjour. On a vu pendant la période du Covid la difficulté de mener à bien l'enseignement. On a essayé de mettre en place des cours en distanciel avec du visio. Ma question va être assez naïve. Ma première question, c'est est-ce que l'école, aujourd'hui, elle est au point sur le numérique, sur l'éducation numérique ? On n'est jamais complètement au point sur le numérique parce que ça avance en permanence et qu'il y a une question d'adaptation, mais on a beaucoup avancé sur le sujet. D'abord pour qu'il y ait une culture numérique chez tous les élèves. Alors ça avance de différentes façons, notamment au lycée avec le cours commun en informatique en classe de seconde, et puis la possibilité pour ceux qui veulent approfondir de faire numérique et sciences informatiques en première et en terminale. Et puis il y a une nouveauté cette année, c'est la certification PICS qui arrive de manière systématique au collège maintenant, et qui va certifier les compétences informatiques d'un élève après son parcours à l'école primaire et au collège. Et ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une vraie culture informatique de nos élèves, c'est-à-dire pas quelque chose de superficiel. L'informatique, c'est pas juste naviguer sur son smartphone, c'est savoir programmer en particulier, avoir la culture logique qui va avec, et puis en second lieu, avoir aussi une éthique d'Internet, et donc une éducation aux médias, une capacité à ne pas se mettre en danger. Et donc c'est sur ces deux pieds-là que sont la connaissance approfondie technique de l'informatique d'une part, et d'autre part une culture générale des opportunités et des risques du numérique. Sur ces deux pieds-là, on avance et la certification PICS va un petit peu consacrer cela. On a créé le CAPES informatique, l'agrégation d'informatique. Qu'est-ce que j'allais dire ? Est-ce que les professeurs sont assez bien formés aujourd'hui pour enseigner ? Alors on a fait un grand plan de formation pour qu'au lycée on puisse avoir les professeurs compétents pour les nouvelles options dont je parlais, enfin le nouvel enseignement de spécialité. Mais maintenant, ça va aller plus loin parce que l'informatique est en train de devenir une matière à part entière. Vous savez, à l'Éducation nationale, quand vous créez le CAPES, et puis maintenant l'agrégation d'un domaine, c'est une façon de le consacrer. Ça veut dire que des gens se préparent sur ce thème à être professeurs pendant toute leur carrière de professeur. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Et donc progressivement, vous allez avoir vraiment un nombre important de professeurs d'informatique dans le système scolaire. Est-ce qu'il n'y a pas une perte de vocation chez les professeurs aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y avait pas une perte de la valorisation du métier de professeur ? Est-ce que le métier est assez payé, par exemple ? Oui et non. Il y a on peut dire les deux choses à la fois, parce qu'il y a des phénomènes dans les deux sens. Il y a un sujet d'attractivité du métier à l'échelle mondiale, souvent parce que c'est pas assez payé, aussi parce qu'il y a des questionnements sur les conditions de travail ou d'autres choses. Donc ça, c'est ce qui joue en négatif. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui jouent en positif. D'abord, c'est un métier qui a énormément de sens. Et vous avez beaucoup de gens qui, par exemple, à 40 ans, après avoir fait une autre carrière, par exemple d'ingénieur ou de quoi que ce soit, décident de se reconvertir dans l'éducation parce que ça fait un grand sens et qu'ils sont heureux dans cette fonction. Et puis, alors, deuxièmement, on est en train d'augmenter la rémunération avec une vision sur plusieurs années. C'est partie de votre ambition d'augmenter. Bien sûr, et ça a commencé. Ça commence par étapes, si vous voulez. On vient de revaloriser les jeunes. Je le dis pour les jeunes qui nous écoutent. Devenez professeur, c'est un métier qui ne va pas disparaître, loin s'en faut. Et le confinement nous a montré à quel point on avait besoin des professeurs et à quel point dans la civilisation ultra-technologique dans laquelle nous sommes entrés, on va avoir besoin de plus en plus du facteur humain et donc du professeur au centre de la société. On va donner des responsabilités de plus en plus diverses aux professeurs pour que précisément chacun puisse s'épanouir et personnaliser son parcours. Donc on va sortir de quelque chose de trop anonyme, trop, je dirais, bureaucratisé, pour quelque chose qui permette l'épanouissement de tous dans cette fonction. Aujourd'hui, c'est pas le cas, les professeurs. Aujourd'hui, vous avez des professeurs très heureux, et puis vous en avez moins heureux. Vous avez de tout. Vous savez, on est plus d'1 million de personnel à l'Éducation nationale, donc vous avez tous les cas de figure. Mais moi, mon but, c'est que cette maison favorise le bien-être professionnel des professeurs,
Et j'ai pris 12 engagements dans ce sens, dans le cadre de ce qu'on appelle le Grenelle de l'éducation. Et je veille à ce que progressivement, chacun des engagements commence à être pris. Le plus connu, c'est celui sur la rémunération. C'est ce qui fait qu'on a augmenté les salaires des plus jeunes en particulier et qu'on va continuer. Et puis après aussi celui des autres. Et puis, mais il y a aussi d'autres choses au titre de la personnalisation, notamment une gestion des ressources humaines, beaucoup plus de proximité pour écouter, savoir de quoi ont envie les professeurs et puis leur permettre de prendre des responsabilités. Pour parler un peu des loisirs des jeunes élèves, de plus en plus, c'est quelque chose de courant, joue aux jeux vidéo, une grande pratique du jeu vidéo. Est-ce qu'aujourd'hui le jeu vidéo est incompatible selon vous avec l'éducation ? C'est pareil, on peut dire des choses en négatif et en positif sur le sujet. Alors en négatif, on doit être extrêmement attentif au problème de l'addiction aux écrans. C'est aujourd'hui un phénomène là aussi mondial et très grave. Vous savez, on s'aperçoit qu'à l'âge de 11 ans, partout dans le monde, il y a deux choses qui baissent, la lecture et l'activité physique. Or, ces deux aspects fondamentaux de la vie, le sport et la lecture, ça fait partie quand même du bonheur de la vie. Donc c'est aussi un message que j'envoie à tous les adolescents en particulier, et même aux enfants, c'est attention, l'addiction aux écrans ne vous rend pas service. Donc ça, c'est un sujet auquel je suis très attentif. Ensuite, en positif, les jeux vidéo peuvent apporter quelque chose, pas tous d'ailleurs, mais certains jeux vidéo peuvent être extrêmement intéressants. Ce qu'on appelle la gamification peut être très utile pour certains apprentissages. L'évaluation qu'on a très souvent en haut à droite d'un écran est quelque chose d'assez intéressant parce que d'un point de vue cognitif, c'est quelque chose qui vous challenge et qui fait que vous avez toujours envie de mettre un peu plus de performance dans ce que vous faites. Le genre de choses que dans le système éducatif, finalement, on ne fait pas vraiment. Et donc, d'un point de vue pédagogique, la gamification peut parfois être pertinente. Mais il faut le faire avec beaucoup de discernement. Est-ce que vous discutez en tant que ministre de l'Éducation nationale avec des grosses licences comme Fortnite ou Minecraft qui sont très plébiscitées chez les jeunes ? Est-ce que le gouvernement français discute avec eux pour essayer de créer une sorte d'émulation éducative ? Alors, moi, trop peu. Et d'ailleurs, ça va changer parce qu'on l'a vu avec l'affaire Anti-2010, qui est vraiment une histoire absurde, mais grave. Cela naît avec les réseaux sociaux, mais en réalité encore plus avec les jeux et avec les communications que les jeux créent, mais aussi le rapport social que créent les jeux comme Fortnite, avec des risques et des choses graves. Donc il faut responsabiliser tout le monde, il faut donc leur parler. Et puis moi je serais très désireux d'avoir une influence sur le côté plus éducatif des jeux. Vous savez, on peut apprendre beaucoup d'histoire en particulier. Aujourd'hui, c'est impossible de discuter avec des grosses licences. Je ne dis pas ça, honnêtement, c'est pas un sujet que j'ai suffisamment approfondi pour être aussi formel. Maintenant, c'est souvent des maisons qui ont une dimension mondiale. Mais il est clair que tout le monde doit se responsabiliser sur ces sujets parce que c'est trop important ce qui façonne des générations entières pour ne pas regarder ce qui fonctionne en positif et en négatif dans ces phénomènes. Est-ce que le ministre de l'Éducation nationale a déjà joué ou joue aux jeux vidéo ? Alors ça m'arrive, vous savez, c'est tellement ancien que j'ose à peine vous dire lesquels. Donc oui, bien sûr. En plus, moi, vous savez, je suis très amateur de football, donc j'ai beaucoup joué à certains programmes dont je ne ferai pas la publicité. Mais oui, mais ces derniers temps, là, depuis quelques années, beaucoup moins. Justement, je voulais avoir votre avis sur la Chine qui interdit aux jeunes certains horaires pour jouer aux jeux vidéo. Est-ce qu'il faut être aussi extrême ? On est face à un régime autoritaire, donc qui fait des choses que évidemment une démocratie ne fera pas. Et évidemment, on peut toujours trouver quelque chose de positif à pouvoir imposer des choses comme ça, mais il faut beaucoup plus être sur la responsabilisation et l'éducation. Par contre, faire des recommandations fortes et des choses un peu fortes comme ce que j'ai pu faire. Moi, j'ai quand même été jusqu'à l'interdiction du téléphone portable au collège. Ça, à l'intérieur d'un établissement, bien sûr qu'il faut savoir interdire. Après, dans la vie privée des gens, il y a évidemment une responsabilité des familles à développer. Et on doit alerter. Par exemple, certains fabricants doivent dire la dangerosité d'aller trop loin sur certaines choses. Vous savez, parfois, le sujet vidéo ressemble au sujet tabac. C'est-à-dire, les fabricants créent de l'addiction et ne préviennent pas suffisamment sur les risques qu'il y a à abuser de ce qu'ils proposent. Donc il faut, encore une fois, c'est très important que les acteurs se responsabilisent. Parce que quand on refuse de se responsabiliser, alors à un moment donné, il y a une norme qui vient et qui tombe. Vous avez parlé de l'interdiction du téléphone portable à l'école. Est-ce que vous ne pensez pas au contraire que ça pourrait faire partie de l'éducation ? Je ne sais pas, avoir des cours sur son téléphone Alors,
On a le droit, dans le cadre de cette interdiction, d'avoir des exceptions pour un usage pédagogique. Aujourd'hui, le ce point-là téléphone est portable peut prévu. être utilisé de manière pédagogique. Le professeur peut autoriser de le sortir pour un usage pédagogique. Mais vous savez, il y a tellement d'usage du téléphone portable hors école qu'il y a un moment un peu sanctuarisé où les élèves puissent penser à autre chose qu'à regarder leur téléphone portable, ça leur fait un grand bien. Vous savez, on a développé quelque chose qui s'appelle le quart d'heure lecture, qui existe maintenant dans de nombreux établissements. Tout le monde s'arrête et on lit. Mais ça a fait redécouvrir à beaucoup de gens le bonheur qu'il y a à avoir du silence, de la concentration, de la lecture d'un livre en papier. Tout ça, c'est des choses qu'on ne doit pas perdre. Et l'école doit favoriser cela, évidemment. Et récemment, en 2019 et en 2020, est sorti le classement Teams qui donc note les élèves et essaie d'évaluer un niveau en mathématiques et en sciences. La France est arrivée avant-dernière. Comment on arrive à lier justement l'éducation au numérique tout en essayant d'avoir les acquis fondamentaux ? Aujourd'hui, on est assez en retard en France. Comment on fait ? Comme vous le savez, ma toute première priorité depuis le début, au-dessus de toutes, ça a été lire, écrire, compter, respecter autrui, refondamentaliser à l'école primaire en particulier pour consolider le socle de chacun dans son parcours d'élève. Et on commence à avoir les premiers fruits de ça. C'est vrai qu'il y a eu un déclin du niveau mathématique en particulier, mais aussi du niveau d'orthographe depuis plusieurs décennies. Et on est, je crois, en train de remonter cette pente. On est dans le début de la remontée de pente. Nous le voyons au travers de nos évaluations nationales de début d'année en CP et en CE1, mais aussi en 6e. Et donc j'ai beaucoup insisté sur la lecture, et notamment la fluence en lecture, donc la capacité à lire, à décoder rapidement et à comprendre ce qu'on lit. Il y a beaucoup à rattraper. En 2019, donc, il disait que seulement 2% des Français atteignaient le niveau avancé en mathématiques contre 11% dans l'Union européenne. Tout à fait. Et c'est pour ça que on a ce qu'on appelle le plan. Alors, faut prendre chaque sujet précisément. Si on prend les mathématiques, on a élaboré le plan mathématique sur la base du rapport Villani-Torossian, qui consiste notamment à former les professeurs des écoles primaires en mathématiques dans ce qu'on appelle des constellations, c'est-à-dire des groupes de professeurs qui travaillent sur tous les points faibles que l'on évalue des élèves dans un territoire donné. Par exemple, un point sur lequel on est devenu faible, c'est la résolution de problèmes. Eh bien, en ce moment même, au moment où je vous parle, partout en France, il y a des sessions pour former les professeurs à enseigner aux élèves la résolution de problèmes. On voit aussi que les élèves français ont du mal à risquer une réponse. Ils ont peur de faire une erreur. Ce qui est une erreur, si je puis dire, puisqu'il faut savoir dans la vie risquer, faire une erreur pour apprendre de ses erreurs, comme dans les jeux vidéo par exemple. Et donc c'est quelque chose qui dans notre pédagogie doit évoluer. Et nous sommes en train de faire cela. À l'échelle du lycée, on a renforcé les mathématiques pour ceux qui se spécialisent. Quand vous prenez l'enseignement de spécialité mathématiques, vous pouvez prendre aussi maths experte en terminale, ça veut dire 9 heures de maths. Avant, c'était 8 heures dans le système S précédent. Donc oui, il y a une stratégie générale de renforcement des mathématiques et il était urgent de l'avoir. Très bien. Pour aller vers la fin de cette interview, je vais vous poser les deux dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Premièrement, est-ce qu'il y a une personnalité que vous souhaiteriez voir ici à votre place dans cette interview ? Vous voulez dire me remplaçant ? Oui, exactement, pour une autre interview, pour une prochaine interview, quelqu'un que vous aimez ou pas d'ailleurs. J'aurais dû plus préparer cette réponse parce qu'il y a évidemment beaucoup de personnes à qui on peut penser. Vous voulez un artiste, vous voulez un penseur je pense qu'il y a des... Et ça peut être quelqu'un qui est mort non, ce serait formidable. Ce serait bien si on pouvait. Très bien, alors l'écrivain Philippe Roth. Non, quelqu'un de vivant. Mario Vargas Llosa, l'écrivain. Dernière question, est-ce que vous avez une citation ou une punchline qui vous accompagne au quotidien et que vous aimeriez partager aujourd'hui ? Il y a beaucoup, alors j'aime beaucoup la citation de Churchill qui dit que dans un problème, un pessimiste voit la difficulté et un optimiste voit les opportunités. Et je pense que c'est vraiment vrai, c'est-à-dire qu'il y a bien de difficultés, des périls dans notre époque, mais toutes les époques en ont eu. Et aujourd'hui, on a à la fois des périls et des opportunités. Et les nouvelles générations, elles doivent faire levier avec les problèmes et les périls. Évidemment, le sujet de l'écologie, mais aussi le sujet de la plus grande égalité, le sujet de la fraternité à l'échelle mondiale. Et sur tous ces sujets, on peut prendre notre destinée individuelle et collective beaucoup plus en main en étant entrepreneur de nos vies finalement. Et c'est ce que l'école doit offrir aux enfants et aux adolescents, c'est donner les outils pour créer sa destinée, créer sa vie. Et je pense que parfois certains ont le sentiment que
il y a beaucoup de fatalité, beaucoup de difficultés, mais on peut aussi avoir le sentiment inverse. Jamais les générations jeunes d'aujourd'hui n'ont eu autant de possibilités de déplacement, de communication que ça n'a jamais existé dans l'histoire. Et donc ces opportunités, il faut les saisir et il faut que l'optimisme génère de l'optimisme, qu'il y ait un cercle vertueux de la foi en l'avenir. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à mettre un commentaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Antonin pour Le Crayon. Salut.